C'est de la table la plus proche que s'était élevée sa voix, de plus en plus perçante. Soudain, elle avait lancé les assiettes sur le plancher. Et l'homme était là, tout seul, tout le monde ouvrait de grands yeux. Florinda disait: Voyons, pauvre type, il ne faut pas rester à le regarder. En v'là une histoire. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Mon Dieu, qu'il a donc l'air bête! Il n'aura pas voulu s'exécuter pour sûr. Et toute la moutarde sur la nappe. Et les garçons qui rigolent. Jacob observait Florinda. Sur son visage et dans son œil fixe, il crut lire une épouvantable stupidité. Elle était partie, la femme en noir, avec une plume dansante sur son chapeau. Mais il fallait tout de même aller quelque part. La nuit n'est pas un tumultueux océan dans lequel on s'engloutit, à moins qu'on ne danse sur l'eau comme une étoile. Et c'est qu'elle était pluvieuse cette nuit de novembre. Les lampes de Soho faisaient sur le pavé de grandes taches de lumière huileuse. Les rues écartées étaient assez sombres pour permettre à quelqu'un de s'abriter, homme ou femme, dans l'embrasure d'une porte. Une femme, en effet, se montra lorsqu'elle vit approcher Florinda et Jacob. « Elle a laissé tomber son gant, » dit Florinda. Jacob le ramassa et le lui rendit. Elle le remercia avec effusion, revint sur ses pas, laissa de nouveau tomber le gant. Mais pourquoi? Et d'ailleurs, où était passée l'autre femme, celle du restaurant et l'homme? La lumière des réverbères ne portait pas assez loin pour le révéler. Les voix qui se faisaient entendre, rageuses, lascives, passionnées, n'étaient guère que les cris nocturnes d'animaux en cage. Pourtant, ce n'étaient pas des bêtes fauves, des bêtes captives qui criaient ainsi. Arrêtez un homme dans la rue, demandez-lui votre chemin. Il vous l'indiquera, mais on n'ose pas le lui demander, on a peur. De quoi? Du regard humain. Subitement la rue se rétrécit, l'abîme s'ouvre, l'abîme où ils se sont perdus l'homme et la femme. Non loin, une pension de famille, faisant bruyamment étalage de sa durée méritoire, offre derrière ses fenêtres sans rideaux le témoignage que Londres n'est pas un mauvais lieu. On les voit, les pensionnaires installés en pleine lumière dans des fauteuils de rotin, vêtus comme des gens du monde. Des femmes de marchands de charbon vous clouent le bec en disant que leur père avait cheval et voiture. Une bonne sert le café. Il faut reculer un peu la corbeille à ouvrage. Continuant sa route dans l'obscurité, dépassant ici une fille publique, là une vieille qui n'a que des allumettes à vendre, contournant la foule qui sort du métro, croisant des femmes en cheveux sous une écharpe, et ne dépassant plus enfin que des portes closes, des montants sculptés et un agent de police solitaire, Jacob, avec Florinda au bras, arriva chez lui, alluma la lampe et resta là, sans mot dire. « Vous ne me plaisez pas quand vous faites cette tête-là, » dit Florinda. Le problème est insoluble. Le corps est attelé à un cerveau. La beauté marche la main dans la main avec la bêtise. Elle était là à regarder le feu comme elle avait regardé le pot de moutarde répandu. Bien qu'il se fût fait le champion de l'obscénité, Jacob ne savait pas trop si elle lui plaisait toute nue. Il éprouva subitement pour la société masculine, les chambres cloîtrées, les ouvrages classiques, un violent retour de sympathie, tout prêt à se retourner avec rage contre celui, quel qu'il soit, qui a fait le monde comme il est. Alors, Florinda
lui posa la main sur le genou. Elle n'était pour rien dans tout ça, après tout. Ce n'était pas sa faute. Cette pensée attrista Jacob. Ce ne sont pas les catastrophes, les meurtres, les morts, les maladies qui nous vieillissent et nous tuent. C'est la façon dont les gens rient, regardent et grimpent dans les omnibus. La première excuse venue suffit pour une femme stupide. Il dit qu'il avait mal à la tête. Mais lorsqu'elle le regarda sans mot dire, moitié le devinant, moitié le comprenant, lui demandant pardon, peut-être, en tout cas, disant comme il l'avait dit, ce n'est pas ma faute. Le corps droit et magnifique, le visage comme un projectile, comme une fusée lisse et brillante sous son petit chapeau, alors il comprit que la vie claustrale et les œuvres des classiques ne servent à rien du tout. Le problème est insoluble. 7. Vers cette époque, une firme qui avait des relations d'affaires avec l'Extrême-Orient lança sur le marché de petites fleurs en papier qui s'ouvraient au contact de l'eau. Et comme c'était toujours la coutume de se servir de bol à la fin du repas, cette innovation fut considérée comme pouvant rendre de grands services. Car, dans ces lacs abrités aux vagues doucement mobiles, les fleurettes multicolores nageaient, flottaient, surnageaient. Elles sombraient aussi parfois et, comme des cailloux, glissaient au fond de l'eau. Des yeux attentifs, de beaux yeux, suivaient le cours de leur destinée. Une pareille nouveauté, aboutissant à l'union des cœurs et à la fondation de nouveaux foyers, car les fleurs en papier n'en faisaient pas moins, c'est sûrement une grande découverte. Il ne faudrait pas croire pourtant qu'elles supplantassent les fleurs naturelles. Roses, lys et surtout œillets se penchaient au bord des corbeilles et surveillaient l'épanouissement et la mort à brève échéance de leurs sœurs artificielles. Mr. Stuart Ormond en fit la remarque, et Kitty Crester fut tellement frappée qu'elle l'épousa 6 mois après. Mais les fleurs véritables, on ne saurait s'en passer. Si la chose était possible, combien la vie serait différente, car elles se fanent les fleurs, et surtout les chrysanthèmes, la beauté même ce soir, jaune et flétrie demain, indigne de notre regard. En somme, bien qu'horriblement chers, les œillets sont encore les plus économiques. Mais vaut-il mieux d'ailleurs les acheter montés? C'est une question qui se pose. Certains fleuristes le conseillent. À vrai dire, c'est la seule chance de les faire durer dans un bal. Mais est-ce nécessaire quand il s'agit d'un dîner? Si la salle n'est pas surchauffée, c'est discutable. La vieille Mrs. Temple recommande toujours de mettre une feuille de lierre, une seule, dans le vase qui les contient. Elle assure que l'eau se conserve indéfiniment, mais nous avons quelques raisons de penser qu'elle se trompe. Et les cartes de visite. Les cartes de visite gravées constituent un problème beaucoup plus sérieux. On a fourbu plus de chevaux en leur honneur, consumé plus d'existence de cochers, gaspillé en vain plus d'heures utiles de l'après-midi qu'il n'en a fallu pour gagner la bataille de Waterloo et en payer les conséquences par-dessus le marché. Ces petits génies malfaisants
Les cartes de visite sont cause d'autant d'atermoiements, de calamités et de soucis que cette bataille elle-même. Un jour, Mrs. Bonham vient justement de sortir. Un autre jour, elle est chez elle. Mais même si l'on supprimait l'usage des cartes, et cela paraît improbable, des forces déchaînées subsistent qui transforment la vie en cataclysme, désorganisent des matinées studieuses et détruisent l'ordonnance de l'après-midi. Ces puissances sont les couturières et les maisons de confection. 6 mètres de soie suffisent pour nous habiller de la tête aux pieds. Mais si vous avez à choisir entre 600 modèles de robes et 2 fois autant de nuances, et cela juste à la minute où se pose la question angoissante du pudding, crénelé de nougat et garni de noisettes de crème à la pistache, et qui n'est pas arrivé. Les flamants roses du couchant voletaient doucement dans le ciel, mais régulièrement venaient tremper leurs ailes dans un noir d'encre, Notting Hill par exemple, ou les confins de Clerkenwell. Quoi d'étonnant à ce que l'italien reste une langue mystérieuse ou à ce que le piano joue éternellement la même sonate. Rien que pour acheter une paire de bas élastiques à Mrs. Page, qui est veuve, qui est âgée de 63 ans, qui touche un secours à domicile de 5 shillings et qui est aidée par son fils unique, employé à la teinturerie Mackie et souffrant de la poitrine en hiver. Il faut écrire plusieurs lettres, remplir des colonnes d'imprimés, de cette même écriture ronde et sans après, qui notait dans certains calepins que le temps était beau, les mioches insupportables et Jacob Flanders peu mondain. Clara Durrant procurait les bas, étudiait la sonate, garnissait les vases de fleurs, allait chercher le pudding, déposait les cartes. Et lorsque la grande nouveauté des fleurs en papier fut introduite, fut de celles qu'émerveillaient le plus leur vie brève. Les poètes ne manquaient pas pour broder sur ce thème. Edwin Mallet, par exemple, écrivit des vers finissant ainsi. Et lisent leur destin dans les yeux de Chloé, ce qui fit rougir Clara à la première lecture et la fit rire à la seconde et dire à l'auteur que ça lui ressemblait de la nommer Chloé quand elle s'appelait Clara. Quel garçon ridicule! Mais lorsqu'entre 10h et 11h du matin, par une matinée pluvieuse, il vint déposer son cœur à ses pieds, elle sortit de la pièce en courant et alla se cacher dans sa chambre. Timothée à l'étage au-dessous ne put pas travailler de toute la matinée, tant elle sanglotait. Vouloir trop s'amuser, voilà où cela mène, dit sévèrement Mrs. Durrant, en examinant le programme de danse, toujours marqué des mêmes initiales, ou plutôt cette fois-ci, ce n'étaient plus les mêmes. RB remplaçait EM. Richard Bonamy avait la cote à présent, lui et son nez à la Wellington. Mais je n'épouserai jamais un homme qui a un nez pareil, dit Clara. Quelle sottise, dit Mrs. Durrant. Je suis peut-être trop sévère, pensa-t-elle en même temps, quand elle vit Clara triste et abattue,
déchirer le programme et le jeter au feu. Telles furent les très graves conséquences de l'introduction des fleurs en papier dans les rince-bouches. Je vous en prie, dit Julia Elliott, en s'installant contre le rideau qui faisait presque face à la porte. Ne vous occupez pas de moi. J'aime beaucoup regarder, car ce qu'il y a d'amusant ici, continua-t-elle en s'adressant à Mr. Salvin, qui, parce qu'il était boiteux, s'était vu gratifié d'une chaise, ce qu'il y a d'amusant dans une soirée, c'est de regarder des gens aller et venir, aller et venir. La dernière fois que nous nous sommes vus, dit Mr. Salvin, c'était chez les Falcars. Pauvre femme, elle a bien des épreuves à supporter. N'est-ce pas qu'elle est ravissante? S'écria Miss Elliot, voyant passer Clara. Et quel est l'heureux mortel? Dit Mr. Salvin, baissant la voix et prenant le ton ironique. Ils sont si nombreux, répondit Miss Elliot. 3 jeunes gens se tenaient à l'entrée de la salle, cherchant des yeux la maîtresse de maison. Vous ne vous rappelez pas Élisabeth aussi bien que moi, dit Mr. Salvin. Je la vois encore en train de danser des reels écossais à Benchury. Clara n'a pas l'entrain de sa mère. Je la trouve un peu pâle. Que de gens divers on rencontre ici, dit Miss Elliot. Heureusement, nous ne sommes pas les esclaves des journaux du soir, dit Mr. Salvin. Je n'en lis jamais. Je ne connais rien à la politique. Le piano vient d'être accordé, dit Clara, passant près d'eux. Mais nous sommes obligés de demander de l'aide pour le changer de place. Est-ce qu'on va danser? Demanda Mr. Salvin. On ne vous dérangera pas, dit d'un ton péremptoire Mrs. Durrant qui passait. Julia Elliott, mais c'est elle, dit la vieille Lady Hibbert en lui tendant les 2 mains. Et voilà Mr. Salvin. Qu'est-ce qui va se passer, Mr. Salvin? Malgré ma vieille expérience de la politique anglaise, ma chère, hier soir j'ai pensé à votre père. Une de mes plus vieilles connaissances, Mr. Salvin. Et qu'on ne vienne pas me dire que les fillettes de 12 ans sont incapables d'aimer. À cet âge-là, Mr. Salvin, je savais tout Shakespeare par cœur. Ne me dites pas une chose pareille, dit Mr. Salvin. Mais si, je la dis. Ah, Mr. Salvin, je suis désolé. Je consens à changer de place, dit Mr. Salvin, si vous êtes assez gentil pour m'aider. Vous allez vous asseoir près de maman, dit Clara. Voilà tout le monde qui arrive. Mr. Calthorpe, permettez que je vous présente à Miss Edwards. Est-ce que vous vous déplacez pour Noël? Demanda Mr. Calthorpe. Si mon frère a sa permission, dit Miss Edwards. Dans quel régiment est-il? Dit Mr. Calthorpe. Dans le 20e hussard, dit Miss Edwards. Peut-être connaît-il mon frère, dit Mr. Calthorpe. Je crains de n'avoir pas bien saisi votre nom, dit Miss Edwards. Calthorpe, dit Mr. Calthorpe. Mais quelle preuve a-t-on que le mariage ait été réellement, dit Mr. Crosby. Oh, il n'y a pas de doute que Charles James Fox, commença Mr. Burley, mais au même instant, Mrs. Stretton lui annonça qu'elle connaissait fort bien sa sœur, qu'elle avait passé quelques jours chez elle 6 semaines auparavant et qu'elle trouvait sa maison charmante, bien que sûrement lugubre en hiver. Entreprenante comme le sont toutes les jeunes filles modernes, dit Mrs. Forster. Mr. Bowley scruta l'horizon et apercevant Rose Shaw, il s'approcha d'elle, lui tendit les mains et s'écria. Et alors? Rien, répondit-elle. Absolument rien. Quoique j'ai fait exprès de les laisser seuls toute l'après-midi. Mon Dieu, dit Mr. Bowley.
Il va falloir que j'invite Jimmy à déjeuner. Pourtant, qui lui résisterait à cette petite? S'écria Rose Shaw. Ma chère, chère Clara, mais je sais qu'il ne faut pas essayer de vous retenir. Vous et Mr. Bollet, vous êtes en train, j'en suis sûre, de potiner abominablement, dit Clara. La vie est atroce, détestable, s'écria Rose Shaw. Il n'y a pas grand-chose à dire en faveur de ce genre d'amusement, hein, mon vieux? Demanda Timothée à Jacob. Les femmes aiment ça. Qu'est-ce qu'elles aiment, les femmes? Dit Charlotte Wilding en s'approchant. Vous, d'où sortez-vous? Dit Timothée. De quelque dîner, je pense. Je ne vois pas pourquoi je m'en priverais, dit Charlotte. Descendez, descendez tous, dit Clara. Timmy, occupe-toi de Charlotte. Ah, bonjour, Mr. Flanders. Comment allez-vous, Mr. Flanders? Dit Julia, lui tendant la main. Qu'est-ce que vous devenez? Qui donc est Sylvia? Qui donc est-elle? Pour être louée par tous nos bergers, se mit à chanter Elsbeth Siddons. Chacun resta fixé sur place ou s'assit sur une chaise libre. Ah! Soupira Clara, debout près de Jacob, et déjà excédée. Chantons Sylvia, disons-lui qu'elle excelle en toutes choses et surpasse tous les mortels qui habitent notre triste terre et tressons-lui des guirlandes. Ah! S'exclama Clara et elle applaudit de ses mains gantées et Jacob de ses mains nues. Puis elle accueillit de nouveaux arrivants. Vous habitez Londres? Demanda Miss Elliot à Jacob. Oui, dit-il. Un appartement? Oui, dit Jacob. J'aperçois Mr. Clutterbuck. Il ne quitte guère cette maison. Il n'est pas très heureux chez lui, je le crains. On dit que Mrs. Clutterbuck, elle baissa la voix, voilà pourquoi il est toujours chez les Durant. Y étiez-vous quand on a joué la pièce de Mr. Watley? Non, bien entendu, non. Figurez-vous qu'au dernier moment, vous avez su ce qui s'est passé? Non! Vous étiez obligé d'aller rejoindre votre mère à Harrogate, je me rappelle. Au dernier moment, comme je vous le disais, tout étant prêt, les costumes, enfin tout. Mais voilà Elsbeth qui recommence. Clara va l'accompagner, à moins qu'elle ne tourne les pages à Mr. Carter. Non, Mr. Carter joue seul, du bac, murmura-t-elle lorsque Mr. Carter plaqua les premiers accords. Vous aimez la musique? Demanda Mrs. Durant. J'aime beaucoup en entendre, mais je ne suis pas connaisseur. Bien peu de gens le sont, dit Mrs. Durant. Je suis sûre qu'on ne vous a pas initié. Pourquoi cela, Sir Jasper? Sir Jasper Bingham, Mr. Flanders. Pourquoi ne nous apprend-on jamais ce que nous aurions besoin de savoir? Elle les laissa adossés au mur. Ni l'un ni l'autre de ces messieurs ne dit un mot. Jacob se déplaça bien de quelques pouces sur la droite puis sur la gauche, mais au bout de 3 minutes, il poussa un grognement et tout à coup traversa la salle. Venez prendre quelque chose, voulez-vous? Dit-il à Clara Durant. Volontiers, une glace, vite, c'est le moment, dit-elle. Ils descendirent, mais à mi-hauteur de l'escalier, ils rencontrèrent Mr. et Mrs. Gresham, Herbert Turner, Sylvia Rusleg avec un ami d'Amérique qu'ils avaient pris la liberté d'amener. Sachant que Mrs. Durant, etc., désirant lui présenter Mr. Pilcher de New York. Miss Durant, dont j'ai tant entendu parler, dit Mr. Pilcher en s'inclinant très bas. Et Clara quitta Jacob. 8. Tous les matins, vers 9h30, Jacob sortait de chez lui, claquant sa porte, et d'autres portes ensuite. Achetait un journal, prenait son omnibus, ou, si le temps le permettait, faisait la route à pied, comme beaucoup de gens. Puis, c'était la tête penchée sur le bureau, les registres à dos vert, la lampe électrique. Besoin de charbon, monsieur?
Le thé, monsieur. Puis les conversations portant sur le football, les vedettes du cinéma ou du cirque. À 10h30, le star, apporté au bureau par le petit groom. Les corneilles de Gray's Inn traversant le ciel à une hauteur prodigieuse, le brouillard dans les ramures, mince, fragile, et parmi le grondement de la circulation, une voix qui crie Résultat, résultat complet des courses. Cependant, le courrier s'entasse dans une corbeille, Jacob donne des signatures, et chaque fin de jour le retrouve au moment où il décroche son par-dessus, un peu plus surmené. Alors, parfois, une partie d'échecs, ou le cinéma dans Bond Street, ou encore le retour chez soi, par le plus long pour s'aérer, bras dessus, bras dessous avec bon ami. Une marche méditative, la tête rejetée en arrière, le monde vu comme un spectacle, la lune qui se lève au-dessus du clocher paraissant quêter des louanges, les mouettes volant haut, très haut, Nelson sur sa colonne surveillant l'horizon et le monde, notre vaisseau. Cependant, la lettre de Betty Flanders, arrivée par le second courrier, est restée posée sur la table dans l'antichambre. Pauvre Betty Flanders, qui a tracé le nom de son fils, Alan Jacob Flanders, à la manière des mères, et dont l'encre pâle délavée évoque la façon dont les mères, tout là-bas à Scarborough, griffonnent au coin du feu, les pieds sur les chenets, après le thé, sans jamais arriver à dire quoi, qu'est-ce que cela peut bien être. Probablement, ne fréquente pas les mauvaises femmes. Sois sérieux, mets tes chemises chaudes et reviens, reviens, reviens vers moi. Mais elle ne dit rien de pareil. Te rappelles-tu la vieille Miss Walgrave qui a été si gentille pour toi quand tu avais la coqueluche? Écrit-elle. Elle a fini par mourir, pauvre femme. Une lettre de toi ferait plaisir. Hélène est venue me voir et nous avons passé ensemble une agréable journée à courir les magasins. Le vieux Mouse a les pattes bien raides et nous sommes forcés de l'aider à gravir la moindre pente. Rebecca, au bout de je ne sais combien de temps, s'est décidée à aller voir le dentiste. Il sera obligé, dit-il, de lui arracher 3 dents. La température est si douce pour la saison que l'on voit déjà de petits bourgeons sur les poiriers. Et Mrs. Jarvis me dit, etc. Mrs. Flanders appréciait beaucoup Mrs. Jarvis et la trouvait beaucoup trop distinguée pour habiter un endroit retiré comme Scarborough. Et, quoiqu'elle n'écoutât jamais ses doléances et finit par les interrompre, en levant les yeux de dessus son ouvrage ou en mordillant son fil ou en retirant ses lunettes, reprise, et quoiqu'elle n'écoutât jamais ses doléances et finit par les interrompre pour dire qu'un peu de tourbe autour des racines d'iris les préserve de la gelée et que la grande vente de blanc de Parrot doit avoir lieu, n'oubliez pas surtout, mardi prochain, Mrs. Flanders comprenait admirablement Mrs. Jarvis. Et si l'on avait pu lire les lettres où, d'un bout à l'autre de l'année, elle en parlait, comme on les aurait trouvées intéressantes. Qu'ils sont intéressants ces romans non publiés, écrits au coin du feu par des femmes, avec de l'encre pâle et délayée qu'elles font sécher à la flamme, car le buvard tombe en lambeaux, et le bec de la plume est encrassé, fourchu. Quant au capitaine Barfoot, elle l'appelait le capitaine. Elle parlait toujours de lui avec simplicité, mais jamais sans une certaine réserve. Le capitaine prenait des renseignements au sujet des terrains à vendre de Garfield. Il conseillait l'élevage de la volaille,
promettait des bénéfices, ou bien il souffrait d'une sciatique, ou bien Mrs. Barfoot avait dû garder la chambre pendant des semaines, ou bien le capitaine disait que les événements prenaient mauvaise tournure, les événements politiques, car, comme le savait Jacob, il arrivait parfois à ce vieil ami vers la fin de la soirée de parler de l'Inde et de l'Irlande. Et alors, la pensée de Mrs. Flanders se tournait vers son père, vers son frère, Morty, disparu depuis si longtemps. Était-il prisonnier des indigènes? Son bâtiment avait-il sombré? Pourrait-elle avoir des renseignements par l'amirauté? À la fin, le capitaine, Jacob savait bien, vidait sa pipe et se levait pour partir et se baissait avec difficulté pour ramasser le peloton de laine qui avait roulé sous une chaise. La question de l'élevage revenait sans cesse dans les lettres de Betty Flanders, car cette femme, à 50 ans, gardait un cœur impulsif, ébauchait sur le fond obscur de l'avenir des rêves d'innombrables Legans, coquins chinoises et Orpingtons, vigoureuse comme son fils, active et robuste comme lui, courant par toute la maison et semonçant Rebecca. Sa lettre était restée dans l'antichambre parce que Florinda, en arrivant ce soir, l'avait montée et posée sur la table pour embrasser Jacob. Et celui-ci, ayant reconnu l'écriture, l'avait laissée là, sous la lampe, entre la boîte à biscuits et le pot à tabac. Ils avaient refermé sur eux la porte de la chambre. Le petit parloir n'en savait rien de l'existence de cette lettre et ne s'en préoccupait pas. La porte était close. Et croire qu'un craquement du plancher décèle autre chose que la présence des rats et la sécheresse du bois, c'est enfantin. Ces vieilles maisons ne sont construites qu'avec de la brique et du bois, imbibées de sueur humaine, marbrées de crasse humaine. Mais si la pâle enveloppe bleue posée près de la boîte à biscuits avait eu par impossible un cœur de mer, ce craquement léger, cet éveil soudain, l'aurait déchiré. Derrière cette porte régnait l'obscénité, la présence alarmante, et la terreur l'aurait saisi comme la mort, comme les douleurs de l'enfantement. Il aurait encore mieux valu peut-être foncer dans la chambre, affronter la réalité, que de rester dans l'antichambre à écouter, le cœur gonflé, pénétré de désespoir, ce craquement léger, ce frémissement subit. Mon fils, tel eût été le cri jeté pour se dérober la vue de Jacob couché avec Florinda. Spectacle intolérable, vision insensée pour une femme, mère de 3 enfants, habitante de Scarborough, et tout le péché retombait sur Florinda. Réellement, quand la porte s'ouvrit, Mrs. Flanders, si elle avait été présente, aurait foncé sur elle. Mais Jacob sortit le premier, en robe de chambre, souriant, vainqueur, et merveilleusement en forme, l'air d'un bébé qui revient de la promenade, l'œil clair comme de l'eau de roche. Florinda le suivait, bâillant légèrement, s'étirant paresseusement, se recoiffant devant le miroir, pendant que Jacob lisait la lettre de sa mère. Considérons un peu
ce que c'est que les lettres. Pensons à leur arrivée le matin ou le soir, avec leur timbre vert ou jaune immortalisé par l'estampille. Regardez sur la table du destinataire une lettre de soie, c'est voir avec quelle rapidité nos actes s'écartent de nous et nous deviennent étrangers. Ici, la faculté que possède l'esprit de se séparer du corps est manifeste, et peut-être redoutons-nous, détestons-nous, désirons-nous voir anéanti ce fantôme de nous-mêmes posé là sur cette table. Pourtant, bien des lettres se bornent à indiquer l'heure d'un dîner. D'autres contiennent une commande de charbon ou combinent des rendez-vous. C'est à peine si on en remarque l'écriture, moins encore pense-t-on à la voix, à l'air renfrogné du correspondant, mais oh, quand on entend frapper le facteur, et que la lettre arrive, le miracle, l'essai de communication paraît toujours nouveau. Dignes de respect sont les lettres, infiniment courageuses, solitaires, incomprises. Dans la vie, sans les lettres, les ponts seraient rompus. Venez prendre le thé. Venez dîner chez moi. Dites-moi ce qu'il y a de vrai dans cette histoire. Connaissez-vous la nouvelle? La vie à Londres est pleine d'entrain. Les ballets russes, les lettres, mais ce sont nos étais, nos béquilles. Elles relient la trame de nos jours et font de la vie une sphère parfaite. Et pourtant, quand nous dînons en ville, quand nous serrons mollement la main, nous exprimons l'espoir de nous revoir bientôt. Un doute s'insinue en notre esprit. Est-ce là une façon de remplir nos jours, si comptés, si limités, qui nous sont retirés si vite, prendre le thé, dîner en ville? Et les lettres s'accumulent. Et la sonnerie du téléphone ne cesse pas. Et partout où nous allons, des fils de fer et des tubes métalliques nous environnent, porteurs de voix qui essaient de se faire entendre avant que la dernière carte ne soit jetée et que nos jours ne soient finis, qui s'efforcent de se faire entendre. Car lorsque nous prenons la tasse, serrons la main, exprimons l'espoir, je ne sais quoi chuchote. Est-ce là tout? Ne pourrais-je jamais connaître, partager, obtenir une certitude? Suis-je à tout jamais condamné à écrire des lettres, à lancer des mots qui tombent sur la table à thé, qui se fanent en cours de route, messager d'invitation ou porteur de rendez-vous pendant que la vie s'écoule? Oui, les lettres sont respectables et le téléphone courageux, car notre voyage est solitaire. Et s'il arrive que, rapprochés par des lettres ou de téléphone, nous marchions de compagnie, qui sait, peut-être nous pourrons nous parler le long de la route. Mon Dieu, certains l'ont tenté. Byron a écrit des lettres, Cooper aussi. Pendant des siècles, les secrétaires ont contenu des feuilles de papier destinées précisément à communiquer entre amis. Des maîtres du langage, des poètes éternels se sont tournés de la page qui dure à celle qui périt, écartant leur tasse de thé et se rapprochant du feu,
car c'est lorsque l'obscurité règne autour d'une caverne ardente qu'on écrit des lettres. Et, se rapprochant du feu, ils se sont donné la tâche d'atteindre, de toucher, de pénétrer des cœurs individuels. Plût à Dieu que ce fût possible. Hélas, les mots sont flétris, ont été trop souvent maniés, dénaturés et exposés à la poussière de la rue. Nous recherchons ceux qui n'ont pas encore été cueillis, qui tiennent de près à la branche. Nous nous levons à l'aube et nous les découvrons frais et parfumés. Mrs. Flanders écrivait des lettres. Mrs. Jarvis en écrivait. Mrs. Durrant aussi. La mère Stuart, c'est positif, parfumait son papier, y ajoutant ainsi un arôme que la langue anglaise ne saurait fournir. Jacob, à un moment donné, avait adressé à des camarades de longues épîtres sur l'art, la morale et la politique. Les lettres de Clara Durrant étaient celles d'une petite fille. Quant à Florinda, entre elle et sa plume, existait un antagonisme infranchissable. Imaginez un papillon, un moustique ou quelque autre insecte ailé attaché à une brindille et la promenant enduite debout le long de la page. L'orthographe de Florinda était abominable, ses sentiments enfantins, et l'on ne sait pour quelle cause, chaque fois qu'elle écrivait une lettre, elle avait besoin d'affirmer sa croyance en Dieu. Le tout s'accompagnait de croix, de traces, de larmes, et l'écriture même et ses vagabondages n'étaient rachetés que par un fait qui toujours rachetait Florinda. Elle était nature. Oui, qu'il s'agit de bouchées au chocolat, de bains trop chauds ou de son visage dans le miroir, Florinda était aussi incapable de simuler un sentiment qu'elle n'éprouvait pas que d'avaler un verre de whisky. Elle le rejetait inévitablement. Les hommes supérieurs ne peuvent se tromper. Et, suivant l'opinion de Jacob, ces petites prostituées qui regardent fixement la flamme et sortent leur poudrier pour se refaire les lèvres à un pouce de distance de leur glace de poche sont d'une inviolable fidélité. À ce moment même, il la vit par la fenêtre qui tournait le coin de la rue avec un autre homme. La lumière d'une lampe à arc inondait Jacob de la tête aux pieds. Il resta dessous, immobile, pendant un instant. Des ombres bigarraient la chaussée. Des silhouettes, seules ou en groupe, apparaissaient, passaient comme au hasard d'un trottoir à l'autre, l'empêchant de suivre des yeux Florinda et son compagnon. La lumière inondait Jacob de la tête aux pieds. On distinguait le dessin de l'étoffe de son pantalon, l'ancienne place des nœuds sur sa canne d'épines, les lacets de ses souliers, ses mains nues et son visage. On aurait dit qu'un rocher s'était réduit en poussière, que des étincelles éblouissantes jaillissaient d'une meule décolorée sa colonne vertébrale, que le wagonnet des montagnes russes, ayant dévalé du haut de la pente, tombait vertigineusement. Et tout cela était écrit sur son visage. Quant à savoir ce qui se passe dans son esprit, c'est autre chose. Étant donné 10 ans de plus que lui, et la différence de sexe, c'est d'abord de l'effroi, la crainte de ce dont il est capable, que nous lirions volontiers en lui. Puis, cette crainte serait submergée par la pitié, le désir de venir en aide, nonobstant
le bon sens, la raison, l'heure qu'il est. La colère suivrait de près, contre Florinda, contre le destin. Puis, se feraient jour peu à peu des bulles d'optimisme injustifié. Il y a sûrement dans cette rue assez de lumière pour changer en or tous les soucis. Oh, à quoi bon dire ces choses au moment même où on les formule et où l'on regarde sans en avoir l'air du côté de Shaftesbury? Où est Jacob? La destinée creuse une empreinte en lui. Le voilà qui change de place. Mais l'accompagner jusque dans sa chambre, non, nous ne ferons pas cela. Pourtant, bien entendu, c'est précisément cela qu'on fait. Il entre et ferme la porte, quoiqu'il ne soit que 10 heures à l'horloge la plus voisine, personne ne se couche à 10 heures. Personne n'en a même l'idée. Nous sommes en janvier, il fait un temps lugubre, mais Mrs. Wagg reste plantée sur le pas de sa porte comme si elle attendait quelque chose. Un orgue de barbarie, tel un rossignol lascif, vocalise sous des feuilles mouillées. Des enfants traversent la rue en courant. De ci, de là, on entrevoit par la porte d'un vestibule des boiseries brunes. La route que suit l'imagination sous les fenêtres d'inconnus est assez singulière, tantôt distraite par une boiserie brune, tantôt par une fougère dans un pot, ici improvisant des paroles pour accompagner l'air de valse que joue l'orgue de barbarie, ailleurs tirant du spectacle d'un ivrogne une sorte de plaisir désabusé, enfin complètement absorbé par les mots qu'échangent de pauvres diables d'un trottoir à l'autre, des mots si francs, si drus, mais gardant néanmoins toujours pour centre, pour aimant, un jeune homme, seul, dans sa chambre. La vie est atroce, détestable, avait crié Rose Shaw. Ce qu'il y a de curieux dans la vie, c'est que, bien que ces caractères soient visibles pour tout le monde depuis des siècles, personne n'en a su fournir une explication suffisante. Il existe un plan des rues de Londres. Il n'y en a pas de nos passions. Qu'allons-nous trouver devant nous au prochain tournant? Devant vous? Eh bien, Holborn, dit l'agent de police. Ah ah. Mais qu'arrivera-t-il si au lieu de dépasser rapidement ce vieillard, avec sa barbe blanche, sa médaille d'argent, son violon misérable, vous le laissez raconter son histoire? Elle se terminera par une invitation à faire un saut jusque chez lui, au diable, probablement au-delà de Queen Square. Et là, il vous montrera une collection d'œufs d'oiseaux et une lettre du secrétaire du prince de Galles. Ce qui, de fil en aiguille, nous entraînera sur la côte d'Essex par un jour d'hiver. Le canot file vers le bateau, et le bateau met à la voile, et voici surgir les Açores à l'horizon, et les flamants roses prennent leur vol, et vous vous retrouvez au bord d'un marécage en train de boire du punch au rhum, paria de la civilisation car vous avez commis un crime, vous êtes plus que probablement contaminé de la fièvre jaune, terminez le scénario comme vous pourrez. Innombrables, comme les coins de rue d'Holborn, sont ces failles dans la continuité de notre route. Pourtant, nous marchons droit devant nous. Rose Shaw, qui, chez les Durant, quelques jours auparavant, parlait avec tant d'émoi à Mr. Bowley,
disait que la vie était détestable parce qu'un jeune homme appelé Jimmy se refusait à épouser une jeune fille qui, si ma mémoire est exacte, se nommait Helen Etken. Tous deux étaient beaux, tous deux apathiques. Invariablement, la table de thé ovale les séparait, et tout ce qu'il lui offrit jamais, c'est l'assiette de petits gâteaux. Il saluait, elle inclinait la tête, il dansait. C'était un parfait danseur. Il s'asseyait dans un coin discret, sans échanger une parole. La nuit, elle inondait de larmes son oreiller. Ce brave Mr. Bowley et cette bonne Rose s'étonnaient et se désolaient. Bowley était un monsieur chic, qui avait un appartement en l'Albanie. Rose était une femme du monde, qui renaissait à la vie chaque soir à 8 heures précises. Tous les quatre étaient le triomphe de la civilisation. Et si l'on persiste à croire que la possession de la langue anglaise est une part importante de notre patrimoine, la seule objection qu'on puisse faire, c'est que la plupart du temps, la beauté est muette. La beauté mâle, associée à la beauté féminine, fait naître chez le spectateur un sentiment d'inquiétude. Je les ai vus souvent, Hélène et Jimmy, et je les comparais à des vaisseaux à la dérive qui me faisaient trembler pour ma pauvre petite embarcation. Ou, pour choisir un autre exemple, avez-vous jamais observé un beau chien de berger écossais tapi à 20 mètres de vous? Lorsque Hélène passait à Jimmy sa tasse de thé, ses flancs palpitaient comme ceux du chien. Bowley voyait bien de quoi il retournait et il invitait Jimmy à déjeuner. Mais Hélène aurait bien mieux fait de se confier davantage à Rose. Je trouve pour ma part extrêmement difficile d'interpréter les romances sans parole. Et voilà. Maintenant, Jimmy nourrit les corbeaux en France. Hélène visite les hôpitaux. Ah, la vie est abominable, comme disait Rose. Les lumières de Londres soulèvent l'obscurité comme à la pointe de baïonnettes ardentes. Le dais orangé ondule au-dessus du vaste lit à colonnes. Autrefois, au XVIIIe siècle, les voyageurs qui se rendaient à Londres en malle-poste regardaient, à travers les branches dénudées, la ville briller au loin. À présent, la lumière passe à travers des persiennes roses, à travers des persiennes jaunes, filtre par les baies demi-circulaires placées au-dessus des portes et apparaît aux fenêtres des sous-sols. À Soho, le marché nocturne flamboie, brutalement illuminé. La viande de boucherie, les tasses de porcelaine et les bas de soie rutilent. Des voix grossières, des cris s'enchevêtrent autour des aveuglants becs de gaz. Les pieds sur le trottoir et les poings sur les hanches, ils braillent, ces messieurs Kettle et Wilkinson. Leurs épouses sont dans la boutique, une fourrure autour du cou, les bras croisés, l'œil méprisant. On connaît ces têtes-là. Le petit homme qui débite la viande a dû se tenir accroupi au coin du feu d'innombrables garnis. Et il a entendu, vu et appris tant de choses qu'il semble que tout cela s'exprime, et même avec volubilité, par ses yeux sombres, sa lèvre pendante, tandis qu'il tripote sa viande sans rien dire, la mine triste comme un poète qui n'émettrait jamais un chant. Des femmes, enroulées dans des châles, portent sur les bras des enfants aux paupières violacées. Des gamins stationnent au coin des rues. Des filles passent d'un trottoir à l'autre. Rudes illustrations, grossières images d'un livre dont nous retournons les feuillets, comme si nous devions y découvrir enfin
ce que nous cherchons. Tous les visages, toutes les boutiques, toutes les fenêtres de chambres à coucher, tous les bistrots, sans compter les squares obscurs, font partie d'un film fébrilement tourné. Dans quel but? De même pour les livres. Qu'est-ce que nous cherchons dans des millions de pages? Sans cesse, toujours avec espoir, nous tournons les feuillets. Ah! Voici la chambre de Jacob. Il était assis à sa table et lisait le Globe. La feuille rose était étalée devant lui. Il appuyait son visage sur sa main, de sorte que la joue était sillonnée de plis profonds. Visage terriblement sévère, rigide et combatif, semblait-il. Par quel chemin l'on passe en une demi-heure? Mais rien n'aurait pu les lui éviter. De tels événements sont les traits de notre paysage moral. Un nouveau débarqué à Londres peut-il ne pas voir Saint-Paul? Jacob faisait le procès de la vie. Ces journaux rosâtres, verdâtres, ce sont des plaques de gélatine appuyées chaque soir sur le cœur et le cerveau de l'univers. Elles en prennent l'empreinte totale. Il jeta un coup d'œil sur la première page. Une grève, un assassinat, un match de football et la découverte d'un certain nombre de cadavres, vocifération générale et tumulte dans toute l'Angleterre. Quelle misère que ce journal n'ait rien de mieux à offrir à Jacob. Quand un enfant commence à apprendre l'histoire, on est tristement surpris de l'entendre ânonner avec sa jeune voix des mots vieux comme le monde. Le discours du Premier ministre remplissait un peu plus de 5 colonnes. Au fond de sa poche, Jacob prit sa pipe et la garnit. 5, 10, 15 minutes passèrent. Il se rapprocha du feu avec son journal. Le Premier ministre parlait d'accorder le Home Rule à l'Irlande. Jacob vida les cendres de sa pipe. Certainement, il réfléchissait à cette question si complexe, très compliquée, et la soirée très froide. La neige qui était tombée toute la nuit couvrait encore le lendemain à 3 heures les champs et la colline. Des îlots d'herbes flétries apparaissaient sur la crête. Les touffes d'ajoncs étaient des taches noires, et de temps à autre un noir frisson passait sur la neige lorsque le vent soulevait des rafales de particules gelées. Alors, on croyait entendre un balai en train de balayer, balayer, balayer. Inaperçu, le ruisseau se glissait le long de la route. Des morceaux de bois et des feuilles étaient pris dans l'herbe gelée de ses bords. Le ciel était d'un gris maussade et les arbres d'un noir métallique. Toute la campagne avait un air d'inexorable sévérité. À 4 heures, la neige continuait, il faisait déjà nuit. Une fenêtre éclairée, dorée comme une orange, et large d'environ 2 pieds, luttait seule contre les champs bleus et les arbres noirs. À 6 heures, une silhouette d'homme, avec une lanterne à la main, traversa le champ. Un amas de branchages étayé contre une roche se dégagea subitement et flotta vers le ponceau. D'une branche de sapin, un paquet de neige glissa et tomba. Un peu plus tard, un cri lugubre retentit. Une auto fila le long de la route, chassant devant elle les ténèbres qui se refermèrent sur elle.
Des intervalles de totale immobilité séparaient chacun de ces changements. La terre paraissait morte. Puis, le vieux berger, la jambe raide, traversa le champ pour rentrer. Avec raideur et péniblement, il foulait le sol gelé et le terrain cédait sous ses pas comme le plan incliné d'une batteuse sous le pas du cheval. Les voix affaiblies des horloges allaient toute la nuit annoncer l'heure. Jacob aussi entendit l'heure sonner, et il éteignit le feu. Il se leva, il s'étira, et il alla se coucher. 9. En tête-à-tête avec Jacob, la comtesse de Roxbeer siégeait au haut bout de la table. Nourrie de champagne et d'épices depuis 2 siècles au minimum, et même 4 par les femmes, elle paraissait en parfait état. Elle avait l'odorat subtil, le nez fin, un nez allongé qui semblait toujours en train de flairer. Sa lèvre inférieure proéminente formait comme un mince rebord rouge. Elle avait de petits yeux. À la place de sourcils, des houppes couleur de sable et la mâchoire lourde. Derrière son dos, la fenêtre donnait sur Grosvenor Square. Moll Pratt, sur le trottoir, vendait des violettes. Et Mrs. Hilda Thomas, retroussant sa jupe, se préparait à traverser. L'une était de Walworth et l'autre de Putney. Elles portaient toutes deux des bas noirs. Mais Mrs. Thomas se pelotonnait dans ses fourrures. La comparaison entre les 3 femmes eût été à l'avantage de Lady Roxbeer. Moll avait plus de pimpant, mais elle était colère et bête par-dessus le marché. Hilda Thomas était mielleuse, ses beaux cadres d'argent accrochés de travers, des coquetiers dans le salon, les fenêtres ensevelies sous d'épais rideaux. Quelles que fussent les défectuosités de sa silhouette, Lady Roxbeer n'en était pas moins passionnée pour la chasse à courre. Elle se servait de son couteau avec autorité, mais elle achevait de dépecer son poulet avec ses doigts en s'excusant auprès de Jacob. « Qui est-ce qui passe ?» demanda-t-elle à Boxhall, son maître d'hôtel. « La voiture de Lady Fildelmer, milady. » Ce qui la fit penser à faire demander des nouvelles de sa seigneurie. « Cette vieille dame a de mauvaises manières, » se disait Jacob. Mais le vin était excellent. Mais elle se traitait elle-même de vieille femme. Que c'est gentil de venir déjeuner avec une vieille femme. Et Jacob était flatté. Elle parlait de Joseph Chamberlain qu'elle avait connu. Elle disait à Jacob de venir la voir pour être présentée à une célébrité quelconque. Sur ce, sa belle-fille entra avec 3 chiens en laisse et le petit Jackie qui courut embrasser sa grand-mère pendant que le maître d'hôtel apportait un télégramme et qu'un excellent cigare était offert à l'invité. Au moment de sauter l'obstacle, le cheval ralentit, se place un peu de biais, se rassemble et se hausse comme une vague monstrueuse, puis retombe de l'autre côté. Les haies et le ciel décrivent une courbe. Et comme si notre corps faisait partie de la bête, et comme si nos propres jambes, simplement prolongées par les jambes de devant de notre monture, accomplissaient le saut, nous nous lançons dans le vide, et la terre semble élastique, et nous ne sommes plus qu'un paquet de muscles, bien que nous restions maîtres de nous, le corps ferme et assuré, le regard lucide. Tout à coup,
Tout à coup, les mouvements courbes ont pris fin. De véritables coups de marteau leur succèdent, assourdissants, et nous nous arrêtons d'une brusque secousse, le torse un peu rejeté en arrière, les yeux étincelants, les oreilles tintantes, les artères battant sous une couche de glace, et tout haletant nous crions « Ah! Oh! Et la vapeur monte du corps des chevaux rassemblés qui se bousculent et s'ébrouent au croisement de route près du poteau indicateur. Une femme en tablier sur le seuil de sa porte les regarde avec de grands yeux. Son homme se lève du carré de choux pour regarder lui aussi. C'est ainsi que Jacob, parcourant au galop les plaines de l'Essex, se flanqua dans la boue et perdit la piste et continua seul en mangeant des sandwichs, en regardant par-dessus les haies, en examinant les traces comme si on venait de les frôler au passage et en maudissant sa guigne. Il prit du thé à l'auberge où tout le monde était réuni, se tapant dans le dos, frappant du pied, disant « Après vous !» Tous gens rasés de près, brusques, facétieux, rouges comme des caroncules de dindon, et tenant des propos très libres, jusqu'au moment où Mrs. Hornfield et son amie Miss Dudding apparurent au seuil de la porte, leurs jupes d'Amazone retroussées et leurs cheveux défaits. Alors John Dudding frappa au carreau avec le pommeau de sa cravache. Une autove rompit dans la cour. Cherchant leurs allumettes, les messieurs sortirent, et Jacob entra dans le bar pour y fumer en compagnie des villageois. Il y avait là le vieux Jevons, privé d'un œil, avec ses vêtements couleur de terre, sa besace et ses méninges à jamais enfouis dans le sol parmi les racines des violettes et celles des orties. Il y avait Mary Sanders, la colporteuse, et Tom l'innocent, fils du sacristain, que l'on envoya chercher de la bière, tout ceci à moins de 30 milles de Londres. Mrs. Papworth, Dondell Street, Covent Garden, tenait le ménage de Mr. Bonamy, à New Square, Lincoln's Hill. Et, tout en lavant sa vaisselle dans l'arrière-cuisine, elle entendait les jeunes messieurs causer dans la pièce à côté. Encore là, ce Mr. Sanders. Elle voulait dire Flanders. Or, du moment qu'une vieille femme curieuse entend de travers un nom, quelle probabilité y a-t-il qu'elle interprète exactement une discussion? Tout en plongeant les assiettes dans l'eau et en les installant par piles au-dessous du bec de gaz sifflant, elle écoutait. Elle entendait Sanders s'exprimer d'une voix forte et quelque peu autoritaire. « Le bien, disait-il, et puis l'absolu, la justice, le châtiment, le vœu de la majorité. » Son jeune monsieur à elle répondait en haussant la voix. Elle était avec lui dans la discussion contre Sanders. Pourtant Sanders était un beau jeune homme. À ce moment-là, tous les détritus de l'eau de vaisselle s'étaient mis à tourbillonner autour de l'évier, et elle les pourchassait avec ses mains violettes, presque dépourvues d'ongles. Il parle des femmes, pensa-t-elle, et elle se demanda comment ce Mr. Sanders et son jeune monsieur réglaient cette question-là. Une de ses paupières tombant visiblement tandis qu'elle réfléchissait. Et elle pouvait réfléchir, car elle était mère de 9 garçons, dont 3 morts-nés et un sourd-muet de naissance. Plaçant les assiettes dans l'égouttoir, elle entendit Sanders qui remettait ça. « Il ne lui laisse seulement pas le temps de s'exprimer à Bonamy, pensa-t-elle. Objectif, ceci, cela, disait Bonamy. Et terrain commun, d'autres mots encore, tous des grands mots, remarqua-t-elle. Ce que c'est que d'avoir étudié, dit-elle. Et juste au moment d'enfiler ses bras dans les manches de sa jaquette, elle entendit quelque chose tomber.
Peut-être la petite table au coin de la cheminée. Et puis après, des coups de pied, vlan, 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 comme si les deux jeunes gens se jetaient l'un sur l'autre, se poursuivaient autour de la pièce en faisant danser la vaisselle. « Et demain matin pour déjeuner, monsieur ?» dit-elle en ouvrant la porte. Et voilà qu'elle vit Bonamy et Sanders, pareils à deux taureaux furieux, se bousculer, se pourchasser, se battre. En faisant un de ces raffus, ils ne la remarquèrent même pas, elle qui se sentait pour eux un cœur de mère. « Pour déjeuner, monsieur ?» redemanda-t-elle quand ils se furent un peu rapprochés. Alors Bonamy, tout échevelé, la cravate défaite, s'arrêta net et poussa Sanders dans le fauteuil en disant qu'il avait mis le filtre en miettes et méritait une bonne leçon. Effectivement, le filtre était en miettes sur le tapis. N'importe quel jour de cette semaine, sauf le jeudi, avait écrit Miss Perry. Et cette invitation n'était pas la première. Toutes les semaines de Miss Perry étaient-elles donc vides, sauf le jeudi? Et son unique désir était-il de recevoir la visite du fils de son ami de jeunesse? Le temps se déroule chez les vieilles filles en longs rubans blancs qu'elles pelotonnent indéfiniment, assistées de 5 bonnes et d'un maître d'hôtel, d'un magnifique perroquet du Mexique. Prenant leur repas à heure fixe, ayant un abonnement de lecture chez Muddy et de bonnes amies qui viennent leur dire bonjour en passant. Miss Perry était légèrement vexée que Jacob ne lui ait pas encore rendu visite. « Votre mère, lui dit-elle, est une de mes plus vieilles amies. » Miss Rossiter, assise auprès du feu, interposant le Spectator entre sa joue et la flamme, refusa d'abord un écran et finit par l'accepter. Puis, on parla de la pluie et du beau temps, car en présence de Parker, le maître d'hôtel, occupé à disposer les petites tables, les sujets sérieux étaient remis à plus tard. Miss Rossiter fit remarquer à Jacob la beauté du cabinet italien. « Elle est tellement habile à découvrir des merveilles, » dit-elle, parlant de son amie. Miss Perry avait fait cette découverte dans le Yorkshire. Chacun donna son opinion sur le nord de l'Angleterre. Lorsque Jacob parla, les deux dames l'écoutèrent. Miss Perry, cherchant une réponse appropriée, pouvant plaire à un homme. À ce moment, la porte s'ouvrit et Mr. Benson fut annoncé. Ils étaient 4 maintenant. Miss Perry, âgée de 66 ans, Miss Rossiter, de 42, Mr. Benson, de 38, et Jacob, de 25. « Il a meilleure mine que jamais, mon vieil ami, » dit Mr. Benson en tapant sur les barreaux de la cage. Au même instant, Miss Rossiter faisait l'éloge du thé. Jacob présentait l'assiette qu'il ne fallait pas. Et Miss Perry laissait entendre qu'elle voulait donner à la conversation un tour plus intime. « Vos frères, » murmura-t-elle vaguement. Jacob vint à son secours. « Archer et John, » dit-il. Alors, à son grand contentement, elle put retrouver le nom de Rebecca et se rappela un jour précis. « Vous étiez tout petit, vous jouiez dans le salon. »« Mais c'est Miss Perry qui a la poignée pour la théière, » dit Miss Rossiter. Et de fait, Miss Perry la serrait sur son cœur. Avait-elle donc été amoureuse du père de Jacob? Si remplie de talent. Un peu moins bien que d'habitude. Cela m'a paru bien injuste, disaient Mr. Benson et Miss Rossiter, discutant la Gazette de Westminster du samedi précédent. Ne prenait-il pas régulièrement part au concours? Mr. Benson n'avait-il pas à 3 reprises gagné une guinée? Et Miss Rossiter n'avait-elle pas une fois reçu un prix de 10 shillings 6 pence? Et évidemment, Everard Benson avait une faiblesse du cœur, mais malgré ça, gagner des prix, s'occuper des perroquets, flagorner Miss Perry, dédaigner Miss Rossiter, offrir le thé chez soi dans son appartement du plus pur style whistlerien, avec de beaux livres posés sur les tables,
Toutes ces choses que Jacob devinait faisaient de Benson, à ses yeux, un méprisable imbécile. Quant à Miss Rossiter, c'était une demoiselle qui avait soigné des cancéreux et se consacrait maintenant à l'aquarelle. « Vous vous sauvez déjà ?» dit vaguement Miss Perry. « Lorsque vous n'aurez rien de mieux à faire, rappelez-vous que je suis chez moi tous les après-midi, sauf le jeudi. » « Je ne vous ai jamais vu une seule fois faire faux bond à vos vieilles amies, » dit Miss Rossiter. Mr. Benson était penché sur la cage du perroquet et Miss Perry se dirigeait vers la sonnette. Un feu vif brûlait entre deux montants de marbre verdâtre, et il y avait sur la cheminée une pendule verte, gardée par la grande Bretagne appuyée sur son glaive. Quant au tableau, une jouvencelle coiffée d'un grand chapeau de paille offrait par-dessus une barrière des roses à un jeune gentilhomme en costume du XVIIIe siècle. Un chien de garde était couché au seuil d'une porte délabrée. Les carreaux inférieurs des fenêtres étaient en verre dépoli, et les rideaux artistement drapés étaient en peluche et verts aussi. Côte à côte, le bout des pieds posés sur le garde-cendre, Laurette et Jacob étaient assis dans deux grands fauteuils de peluche verte. Les jupes de Laurette étaient courtes, ses jambes longues et ses bas transparents. Elle se caressait les chevilles. Je ne peux pas dire que je n'y comprenne absolument rien, dit-elle d'un air pensif. Il faudra que j'y retourne et que je fasse un effort. À quelle heure? Demanda Jacob. Elle haussa les épaules. Demain? Non, pas demain. Par ce temps, j'ai la nostalgie de la campagne, dit-elle en tournant la tête pour regarder par-dessus l'épaule l'horizon de hautes bâtisses encadrées par la fenêtre. J'aurais aimé que vous puissiez m'accompagner samedi dernier, dit Jacob. Oui, j'ai fait du cheval autrefois, moi aussi, dit-elle. Elle se leva gracieusement, tranquillement, et lui sourit. Lorsqu'elle eut disparu, il déposa un certain nombre de shillings sur la cheminée. Une conversation des plus correctes, une chambre des plus correctes, une fille intelligente. Néanmoins, la madame qui le reconduisit avait cette expression équivoque, cet air de lubricité, ce quelque chose d'inquiétant, visible surtout dans les yeux, qui fait craindre de voir tout le sac d'ordures se déverser sur le pavé. Bref, quelque chose d'odieux. Il n'y avait pas bien longtemps que l'ouvrier avait redoré l'Y final du nom de Lord Macaulay, à la fin L-A-Y, ainsi que les autres noms inscrits à la queue leu tout autour du dôme du British Museum. Et sous ce dôme, à une distance en profondeur considérable, plusieurs centaines de vivants occupaient chacun sa place entre les rayons d'une roue figurée par une table ronde, en train de transcrire à la main des textes imprimés, se levant de temps à autre pour consulter le catalogue, regagnant discrètement leur place, ainsi qu'à de longs intervalles, un homme silencieux venait remplir leurs cases. Une légère catastrophe eut lieu. La pile de livres de Miss Marchmont s'écroula et tomba dans le compartiment de Jacob. C'était une mésaventure qui arrivait souvent à Miss Marchmont. Que cherchait-elle dans des millions de pages, elle et sa vieille robe de peluche jaune, sa perruque à reflets rougeâtres, ses bagues et ses engelures, tantôt ceci, tantôt cela, pour confirmer sa théorie que la couleur, c'est la même chose que le son, ou du moins qu'elle a du rapport avec la musique. Elle n'arrivait jamais à dire au juste quoi, mais ce n'était pas faute d'essayer, et comme elle ne pouvait proposer aux gens de l'accompagner chez elle, car « Ma chambre n'est pas très en ordre, je le crains »,
Elle était bien forcée de les saisir au vol au sortir de la bibliothèque ou d'aller s'asseoir avec eux à Hyde Park afin de leur exposer son système. Le rythme de l'âme en dépend. Qu'ils sont mal élevés, ces gamins, disait-elle. Et là-dessus, elle vous parlait de la politique irlandaise, de Lord Asquith, et de Shakespeare et de la reine Alexandra, qui avait daigné un jour lui accuser gracieusement réception de son opuscule. Et d'un geste majestueux, elle écartait les petits garçons mal élevés, mais il lui fallait des fonds pour publier son livre. Les éditeurs sont des capitalistes, donc pusillanimes. Et à cette pensée, elle lançait un coup de coude dans sa pile de livres qui s'écroulait. En présence de la catastrophe, Jacob était resté complètement impassible. Mais de l'autre côté de Miss Marchmont, Fraser, qui détestait la peluche pour avoir été maintes fois accosté, follicule en main par cette demoiselle, se recula d'un air irrité. Il abhorrait le vague, la religion chrétienne par exemple, et les affirmations du vieux doyen Parker. Ce Parker écrivait des livres que Fraser pulvérisait par la puissance de sa logique, et Fraser se refusait à faire baptiser ses enfants. Sa femme s'en chargeait elle-même en secret dans la cuve à lessive. Mais il l'ignorait, et il continuait à soutenir les blasphémateurs, à distribuer des libelles, à se documenter au British Museum, toujours vêtu du même complet à carreaux et cravaté de la même cravate, le teint de plus en plus brouillé, pâle, irritable. La religion, détruire la religion, en vérité, quelle tâche! Jacob était occupé à transcrire un passage entier de Marlowe. Miss Julia Hedge, la féministe, attendait ses livres. Il n'arrivait pas. Elle trempa sa plume dans l'encrier, elle regarda autour d'elle. Son regard fut attiré par les lettres finales du nom de Macaulay. Et, faisant des yeux le tour du dôme, elle lut l'un après l'autre les noms des grands hommes qui nous rappellent. Mais mon Dieu, dit Julia Hedge, pourquoi n'avoir pas laissé de place à une Eliot ou à une Brontë? Infortunée Julia, imbibant sa plume de fiel et laissant dénouer ses lacets de souliers. Quand elle eut enfin son livre, elle se lança dans son labeur gigantesque. Mais en même temps, un des filets nerveux de sa sensibilité exaspérée lui permettait de constater avec quel calme, quelle impassibilité, quel sérieux, les lecteurs masculins se consacraient à leurs tâches. Ce jeune homme, par exemple, que venait-il faire ici? Copier des vers? Il y a plus de femmes que d'hommes. Voir à ce sujet les statistiques, oui. Mais si l'on autorise les femmes à travailler comme des hommes, elles auront vite fait de disparaître. Leur sexe s'éteindra, tel était son raisonnement. La mort, l'amertume, une âcre poussière était au bout de sa plume. Et à mesure que l'après-midi s'avançait, une rougeur envahissait ses joues et une flamme luisait dans ses yeux. Mais qu'est-ce qui pouvait inciter Jacob à venir étudier Marlowe à la bibliothèque? La jeunesse, quelque peu féroce, quelque peu pédante. Prenons par exemple Mr. Masefield, Mr. Bennet. Jetons leurs livres dans la flamme de Marlowe et réduisons-les en cendres, qu'il n'en reste pas trace. Ne pactisons pas avec le médiocre. Détestons notre époque. Forgeons-en une meilleure. Et pour y arriver, lisons à nos amis des essais sur Marlowe, ennuyeux comme la pluie. Et voilà pour quelle raison on est obligé de collationner des textes au British Museum. C'est un travail à faire soi-même.
Il serait vain de s'en rapporter aux gens de l'époque victorienne, qui émasculent tout, pas plus d'ailleurs qu'il ne faut se fier aux contemporains, tous des journalistes. La chair et le sang de l'avenir dépendent absolument d'une demi-douzaine de jeunes. Et, comme Jacob est l'un des 6, rien d'étonnant à ce qu'il se montre un peu supérieur et solennel en tournant les pages, ni à ce qu'il déplaise tout naturellement à Julia Hedge. À ce moment, un homme, à force de pleine lune, fit passer un billet à Jacob, et celui-ci, à demi renversé sur le dossier de sa chaise, entreprit à demi-voix une incommode conversation. Il finit par se lever, et tous deux partirent ensemble. Julia Hedge les observait, et ils éclatèrent de rire, lui sembla-t-il, dès qu'ils furent dans le vestibule. Dans la salle de lecture, personne ne riait. On n'entendait qu'un bruit de pieds traînés, que des chuchotements et des éternuements discrets, et les accès subits d'une toux dévastatrice et sans pudeur. L'heure de l'étude était presque passée. Les pions ramassaient les copies. Les écoliers paresseux avaient besoin de s'étirer. Les bons élèves gribouillaient assidûment. Ah, encore un jour de passé et si peu de besogne faite. Et, de temps à autre, de cette collection d'êtres humains, un profond soupir. Et puis, un malencontreux vieillard se remettait à tousser sans pudeur. Et Miss Marchmont hennissait comme un cheval. Jacob rentra dans la salle juste à temps pour rendre ses livres. On était en train de les replacer. Un certain nombre de majuscules parsemaient le pourtour de la bibliothèque. Étroitement rassemblés en cercle, voisinaient Platon, Aristote, Sophocle et Shakespeare, les littératures de Rome, de la Grèce, de la Chine, de l'Inde, de la Perse. Une page de poésie s'accolait à une autre. Une lettre d'or bruni se posait délicatement contre une autre lettre. Masse compacte chargée de sens, conglomérat de beauté. Une bonne tasse de thé ferait vraiment plaisir, dit Miss Marchmont en réclamant son minable parapluie. Elle avait besoin de son thé, mais jamais elle ne résistait à la tentation de jeter un dernier coup d'œil sur les marbres d'Elgin. Elle les regarda en passant, mais sans s'arrêter, leur faisant un petit signe amical et murmurant quelques mots qui firent retourner Jacob. Elle lui sourit aimablement, tout confirmait sa théorie que la couleur, c'est le son, ou qu'elle a peut-être du moins quelque rapport avec la musique. Ayant célébré son culte, elle clopina vers son thé. C'était l'heure de la fermeture. Le public se rassemblait dans le vestibule pour y reprendre possession des cannes et des parapluies. La plupart du temps, les lecteurs attendent leur tour très patiemment. Rester debout et attendre pendant que le préposé vérifie des numéros sur des jetons, cela repose. Et le parapluie n'est pas perdu. Il se retrouvera certainement. Bien qu'à travers la lecture de Macaulay, de Hobbes et de Gibbon. À travers les in octavo, les in quarto, les in folio, le fait de sa disparition possible se soit imposé à vous toute la journée, s'enfonçant de plus en plus parmi les pages, ivoirines, et les reliures de maroquin, dans cette densité de pensée, ce conglomérat de sciences. La canne de Jacob était comme toutes les cannes. Peut-être l'avait-on mal placée. Une gigantesque intelligence habite le British Museum. Songez que Platon y voisine avec Aristote et Shakespeare avec Marlowe. Cet immense trésor spirituel dépasse les facultés de l'individu, néanmoins, quand on y songe.
Il faut si longtemps pour retrouver une canne? Comment ne pas se dire qu'on pourrait peut-être s'asseoir chaque jour à une table et tout lire d'un bout à l'autre? Un lettré, par exemple. Un type comme Huxtable de Trinity College, qui écrit, dit-on, ses lettres en grec, et qui eût été capable de damer le pion à Bentley, et tout ce qu'il y a de plus respectable. Et sans compter les lettres, il y a les sciences, la peinture, l'architecture, une immense pensée collective. La canne fut poussée sur le comptoir. Et, sous le porche du British, Jacob s'arrêta, il pleuvait. Great Russell Street chatoyait et luisait, tantôt jaune et tantôt devant la pharmacie rouge et bleu pâle. Les passants filaient en rasant les murs, les voitures avançaient pêle-mêle à toute vitesse. Voyons, voyons. Un peu de pluie ne fait de mal à personne. Jacob marchait à peu près comme il aurait marché en plein champ. Une fois chez lui, il resta longtemps à sa table de travail, avec sa pipe et son livre. Il pleuvait à verse. À moins d'un quart de mille de distance, le British Museum se dressait comme un indestructible tumulus blême et luisant sous la pluie. Le prodigieux esprit contenu en lui était enseveli sous la pierre. Chaque case recelée dans ses profondeurs était un lieu sûr et abrité. Les gardiens de nuit, qui projettent sur le dos des ouvrages de Platon et de Shakespeare un rayon lumineux, constataient qu'aujourd'hui, le 22 février, ni l'incendie, ni les rats, ni les cambrioleurs ne se préparaient à profaner ces trésors. Les gardiens, pauvres gens parfaitement honorables, qui ont femmes et enfants à Kentish Town, font tout ce qu'ils peuvent pendant 20 ans pour protéger Platon et Shakespeare et finissent par être enterrés à Highgate. La pierre enveloppe le musée comme la boîte crânienne enveloppe et contient la fièvre et les imaginations des cerveaux. Seulement ici, les cerveaux sont ceux de Platon et Shakespeare. L'intelligence humaine a conçu des statues et des vases, des taureaux gigantesques et de délicats bijoux, et a traversé indéfiniment dans les deux sens le fleuve de la mort, à la recherche de quelques points d'atterrissage, tantôt enveloppant dans des bandelettes le corps destiné à un long sommeil, tantôt déposant une obole sur des paupières, tantôt orientant les orteils scrupuleusement vers l'est. Quoi qu'il en soit, Platon poursuit son dialogue. En dépit de la pluie qui tombe, en dépit des coups de sifflet des cabs, en dépit de cette malheureuse qui habite au bout d'Osmond Street, qui rentre saoule et crie toute la nuit « Ouvrez-moi la porte! Ouvrez-moi la porte !» Sous les fenêtres de Jacob, un bruit de voix. Mais il continue sa lecture, car Platon, après tout, poursuit imperturbablement, et Hamlet déclame son monologue, et les marbres d'Elgine restent là toute la nuit, et la lanterne du veilleur rend parfois la vie à Ulysse, met en lumière une tête de cheval, fait étinceler un point d'or, apparaître la joue creuse d'une momie. Platon et Shakespeare continuent, et, pour Jacob, entendre vociférer autour du réverbère et cette femme frapper à coups redoublés en criant « Ouvrez-moi la porte !» c'est la même chose que d'entendre un charbon tomber de la grille ou dégringoler du plafond une mouche qui reste sur le dos, les pattes en l'air, trop faible pour se retourner. Le Phèdre est très difficile. Aussi, lorsqu'enfin l'on progresse, avançant, se mettant au pas, lorsque l'on devient, semble-t-il, une part de cette force en mouvement qui se déploie, irrésistible, et depuis le temps où Platon cheminait vers l'acropole, chasse l'obscurité devant elle, on ne peut pas surveiller le feu. Le dialogue tire à sa fin.
La démonstration de Platon est terminée. Ses arguments mis en réserve dans un coin du cerveau de Jacob, et pendant quelques instants, ce cerveau continue à fonctionner seul dans les ténèbres. Enfin, le jeune homme se lève, ouvre les rideaux et constate avec une étonnante lucidité que les Springett, ses voisins d'en face, sont déjà couchés, qu'il pleut, que les Juifs et l'étrangère sont encore au coin de la rue, auprès de la boîte aux lettres, en train de se disputer. Chaque fois que la porte s'ouvrait et qu'entraient de nouveaux arrivants, ceux qui étaient déjà là s'écartaient un peu. Ceux qui étaient debout tournaient la tête. Ceux qui étaient assis s'arrêtaient au milieu d'une phrase. Que cela tînt à l'éclairage, au vin, au raclement d'une guitare, chaque fois que la porte s'ouvrait, on s'attendait à quelque chose d'intéressant. « Qui donc entre là ?»« C'est Gibson. »« Le peintre ?»« Mais reprenez le fil de votre discours. » Les deux interlocuteurs parlaient de choses bien trop intimes pour être dites carrément, mais les voix environnantes agissaient comme une crécelle sur le cerveau de la petite Mrs. Wither, éparpillant ses pensées dans les airs comme une bande de petits oiseaux effarouchés qui, sitôt posés, allaient lui faire peur. Elle portait alors sa main à sa coiffure, puis elle enlaçait ses deux genoux en levant timidement les yeux, et elle disait à Olivier Skelton « Promettez-moi de ne répéter à personne. » Il était si compréhensif, si tendre. C'est de son mari qu'elle lui parlait, de son mari qu'elle accusait de froideur. Magdeleine, la belle Magdeleine, arriva droit sur eux, brune, sensuelle, amplement drapée et foulant d'un pied léger l'herbe avec ses sandales. Elle avait les cheveux flottants, des épingles semblaient à peine retenir les plis de la soie autour d'elle. Une actrice, bien entendu, éternellement devant la rampe. Pour dire simplement « Ma chère !» elle modulait comme à travers les passes de la haute montagne. Et elle se laissa tomber sur le plancher et se mit à chanter sans parole car elle n'avait rien à dire des « Oh !» et des « Ah !» à pleine voix. Mangin, le poète, se rapprocha d'elle et resta en contemplation, la pipe à la bouche. Et l'on dansa. La grisonnante Mrs. Rammer demanda à Dick Graves de lui expliquer ce que c'était que Mangin, ajoutant qu'elle n'en avait que trop vu à Paris des choses pareilles. Magdeleine était sur les genoux du peintre et lui avait emprunté sa pipe. Oui, elle en avait trop vu pour être scandalisée. « Quel est ce jeune homme ?» dit-elle, en assujettissant ses lunettes et en se rapprochant de Jacob. Le fait est que celui-ci était remarquable par son calme. Non qu'il eût l'air indifférent, il faisait plutôt penser à quelqu'un qui, sur le bord d'un rivage, ferait le guet. « Ah, permettez-moi de prendre point d'appui sur vous, ma chère, » dit Hélène Ascot, toute haletante et sautillant à cloche-pied, car la cordelette d'argent qui entourait sa cheville s'était dénouée. Mrs. Rammer, tournée vers le mur, considérait un tableau. « Regardez donc Jacob, » dit Hélène. Jacob, dont on bandait les yeux pour prendre part à quelque jeu de société. Alors Dick Graves, un peu ivre, très naïf et très fidèle, dit à Hélène qu'il considérait Jacob comme l'individu le plus remarquable qu'il eût jamais rencontré. Hélène et lui s'assirent à la turque sur des coussins pour parler de Jacob, et la voix d'Hélène se brisa
tant les deux jeunes gens lui semblaient des héros, et leur amitié quelque chose de tellement plus beau que les amitiés féminines. À ce moment, Anthony Pollette vint inviter Hélène à danser. Et tout en dansant, elle les regardait, Jacob et Dick, en train de boire ensemble. Le monde magnifique, le monde vivant, sain et vigoureux. Entre 2 et 3 heures du matin au mois de janvier, ces mots ne pouvaient s'appliquer qu'à la longue perspective de pavés de bois qui va de Hammersmith à Holborn. C'était le terrain sur lequel Jacob marchait. Ce terrain lui semblait salubre et magnifique, parce qu'une certaine salle, donnant sur des écuries quelque part le long de la Tamise, avait contenu tout à l'heure une 50aine de gens, surexcités, bavards et sympathiques. D'ailleurs, arpenter la chaussée, à peine s'il y avait en vue un cab ou un agent de police, c'est un plaisir en soi. Et la vaste courbe de Piccadilly, constellée de diamants, est plus belle quand elle est déserte. Un jeune homme n'a rien à craindre. Au contraire, quoi qu'il puisse fort bien n'avoir rien dit de remarquable, il se persuade volontiers qu'il est resté maître de ses positions. Jacob était ravi de connaître Mangin. La jeune femme sur le plancher lui avait semblé merveilleuse. Et tout le monde lui était sympathique. Et tout ce milieu lui plaisait. Bref, les tambours battaient, les trompettes sonnaient. À pareille heure, on ne rencontre que des balayeurs dans la rue. À peine est-il nécessaire de dire à quel point Jacob se sentait favorablement disposé à leur égard, à quel point il était content de rentrer chez lui, d'ouvrir sa porte avec sa clé, ayant le sentiment de ramener dans sa chambre vide 10 ou 12 personnes qu'il ne connaissait pas avant de sortir. Il chercha quelque chose à lire et le trouva et ne le lut pas et tomba profondément endormi. En vérité, parler de tambour, de trompette, ce n'est pas dire une chose en l'air. En vérité, Piccadilly, Holborn et ce petit logement vide, et la grande salle remplie de 50 personnes, peuvent répandre à tout instant une sorte de musique dans l'air. Les femmes y sont peut-être plus sensibles. On y fait rarement allusion, et à voir les hordes qui traversent le pont de Waterloo afin d'attraper le train direct pour Surbiton, on pourrait les croire menés par des motifs raisonnables, mais non, ce sont les trompettes et les tambours qui les mènent, pour peu que l'on s'écarte de la foule des passants, que l'on s'arrête pour réfléchir. Dans un des encorbellements du pont, tout cela sans doute peut paraître très obscur. Un total mystère. On ne cesse de passer le pont. Parfois, entre les camions et les omnibus, apparaît un fardier qui transporte des arbres nouvellement abattus et suspendus par des chaînes.